découvre une passion, c'était le foot, le sport. J'ai eu le luxe de pouvoir choisir. J'étais gardien de foot et j'ai choisi l'OM. Donc à 13 ans et demi, j'ai intégré le centre de formation de l'Olympique de Marseille. Et après le CFA, et je m'entraînais avec les pros. Il y avait Mamadou Niang, il y avait toute cette génération-là. Et je me régale. Et en fait, je fais un test à l'effort justement pour pouvoir continuer et signer mon contrat pro. Là, ça a été la douche froide parce que je fais un test à l'effort et ça passe pas. Il y a une tachycardie qui se déclenche apparemment. Et il me dit, voilà Jérémy, on s'excuse, mais là il va falloir opérer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Visionnaire, le podcast qui met en lumière des esprits innovants et inspirants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Mézadorian, un homme de terrain, de conviction et surtout un entrepreneur avec une énergie débordante. Salut Jérémy. Hello, Fabien, bonjour. Merci d'être venu d'aussi loin nous voir à Montpellier et bienvenue à Montpellier. Donc ce que je vais te demander en premier, c'est de te présenter en quelques mots. Je m'appelle Jérémy Mézadorian, j'ai 35 ans depuis quelques jours. Ça fait 15 ans en fait, je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai pu monter différentes entreprises, différents business. Et durant ces 15 ans de parcours entrepreneurial, j'ai pu aussi développer une compétence et vraiment une passion sur le développement personnel. C'est vraiment l'aboutissement de ça. J'ai une réelle passion à accompagner des personnes dans leur développement personnel et stratégie d'entreprise. Avant de commencer à rentrer dans le détail de ton histoire, de ton parcours très inspirant, je le répète parce que moi il m'a beaucoup marqué et beaucoup inspiré, je vais juste revenir en quelques mots sur notre rencontre parce que je mets tout le temps ça en avant lors des présentations de ce podcast. C'est que moi aujourd'hui je suis à la recherche de connexion, d'authenticité, et nous notre rencontre elle est assez improbable on va dire parce qu'on s'était rendu à Marseille, à côté de Marseille, je sais plus quel était le Saint-Cana, voilà, exactement, avec Mareva pour un défilé de mode parce qu'on représentait notre marque de champagne et lors de moments un petit peu gênants pour moi parce que j'étais pas trop habitué à ce genre de spectacle on va dire et tu t'es retrouvé face à moi. Et je sais pas si tu te rappelles un petit peu de ce moment toi aussi. Très bien. Ouais. Et on a échangé. Et je sais que depuis ce moment-là, je crois que ça doit faire 5-6 mois. Ouais, c'est ça. Plus peut-être. Un peu plus, un an. Non, ça vient un an. Exact. Très très vite. Et je sais que régulièrement, j'en ai parlé avec Mariva, je dis mais ça c'est ce genre de rencontre-là un petit peu folle parce que je m'y attendais pas. J'étais dans un moment très négatif. Parce que je me sentais pas à ma place, etc. Et t'es arrivé, tu m'as parlé normalement, tu m'as dit qu'on pouvait se recontacter au sujet de plusieurs, je crois que on parlait du champagne. C'était pour le champagne. Exact. De tout. Et je trouve ça juste incroyable. C'était important pour moi d'en reparler parce que si t'es là aujourd'hui, un an après, ça fait partie de ces aventures de vie où tu te connectes. Tu rencontres une personne et un an plus tard, tu te retrouves sur un podcast. Yes. C'est incroyable. Et j'en suis ravi. Donc ton histoire, elle est quand même assez incroyable. Moi, je vais commencer sur un point. Après, on déroulera bien ensemble parce que t'as failli. Non, je peux pas revenir sur un échec parce que pour moi, c'est pas un échec, c'est quand même incroyable ce que tu as fait. Tu as failli rentrer à l'Olympique de Marseille. Oui. Au pro. Exact. Voilà, si tu peux revenir en parler. Ouais. Exact. En fait, donc brièvement, je découvre une passion, c'était le foot, le sport, et à 13 ans, en fait, je réussis. Il y avait différents clubs qui voulaient me recruter. À l'époque, on envoyait des fax. En fait, ils envoyaient des fax à mes parents. Et il y avait différents clubs et on avait choisi l'OM. Du coup, j'avais eu le luxe de pouvoir choisir. J'étais gardien de foot et j'ai choisi l'OM. Donc à 13 ans et demi, j'ai intégré le centre de formation de l'Olympique de Marseille. D'accord. Donc, j'étais à l'internat et ça se passait très bien. J'ai fait tout le plus haut niveau de chaque catégorie, 15 ans, 16 ans, 18 ans. À l'époque, ça s'appelait 18 ans nationaux. Je sais que ça a changé maintenant tous les noms. Et après le CFA et je m'entraînais avec les pros. À l'époque, s'il y a des amoureux du foot, c'était Carasso en fait qui était titulaire. Ouais. Bon, Carasso est titulaire, Mandanda était remplaçant. Et il y avait un troisième gardien qui s'appelait Mehdi Senaoui. Il s'était cassé 2 doigts sur une frappe de taïwo à l'entraînement. Okay. Et du coup en fait moi je m'entraînais vraiment avec les pros. Il y avait Mamadou Niang, il y avait toute cette génération-là. Et je me régale. Et en fait je fais un test à l'effort justement pour pouvoir continuer et signer mon contrat pro. Là ça a été la douche froide parce que je fais un test à l'effort et ça passe pas. Ça passe pas, j'ai une tachycardie qui se déclenche apparemment, donc on m'explique sur le test à l'effort, le docteur m'arrête et me dit voilà Jérémy, on s'excuse mais là il va falloir opérer. Donc c'est banal, ne t'inquiète pas parce que ton pouls il monte trop à l'effort extrême. J'avais le pouls, il montait à 282 pulsations par minute. Je savais pas ce que ça représentait, il m'explique que c'est pas possible. Normalement c'est 220 moins l'âge.
Et on peut avoir des souffles au cœur, mais là c'est trop. Donc tu risques l'arrêt cardiaque, etc. Mais j'avais aucun symptôme, pas de picotement des mains, trouble de la vue, etc. Donc on fait une première opération, on fait la rééducation 2 mois après, on fait le test à l'effort, ça fonctionne pas. Et finalement on reproduit ça 2 fois, 3 fois, 4 fois, parce que ça fonctionne pas. Donc 4 fois en 1 an, et à la 4e, en fait, la décision, c'est que malheureusement, Jérémy, tu es né avec, on n'arrive pas à cautériser, le terme c'était ça, on n'arrive pas à cautériser ton rythme cardiaque, donc du coup, on est contraint de devoir ne pas renouveler ton contrat professionnel, donc du coup, c'est comme ça que ça s'arrête. Okay. Donc c'était très difficile. Là aujourd'hui, j'en parle un peu plus avec le sourire, mais là, à ce moment-là, c'était très compliqué. J'avais 19 ans. Grosse dépression, envie de suicide, j'avais fait que ça, voilà, j'avais vraiment c'était dévoué, c'était vraiment l'échec ultime, et surtout c'était la frustration qui était vraiment en interne d'injustice et qui on en reviendra après par la suite, mais que j'ai gardé pendant un moment, mais qui m'a fait énormément souffrir, parce que c'est le fait de se dire on peut pas contrôler. S'il faut s'entraîner plus, moi j'étais vraiment dans le tempérament, on y va, on bastonne, s'il faut même faire plus d'heures, plus de jours. Mais là, c'était en gros, ton corps, c'est comme ça. Voilà. Ouais. Voilà l'histoire. C'était pour me faire plaisir aussi, parce que c'est un rêve de cœur et je voulais, approfondir ce côté-là, même si c'est pas facile pour toi, je suppose. Mais, quand tu vis ça, à ce moment-là, parce que t'es très jeune quand même, et c'est difficile, je pense, d'être, jeune et de rencontrer ce type d'arrêt, de stop. Comment toi tu t'as réussi à surmonter cet arrêt brutal? Yes, très difficile. Mais j'ai démarré, on va dire, alors c'est quelque chose que j'ai appris par la suite et que je pourrais le dire à ce moment-là parce que je l'ai fait inconsciemment. Et si ça peut aider des personnes en écoutant le podcast. Je l'avais fait inconsciemment, mais là au moins je peux dire les mots justes. C'est de se dire, ok, s'il y a des moments difficiles dans la vie, parce que ça va nous arriver à tous. Parce qu'à un moment donné, émotionnellement, en fait, on va être affecté quoi qu'il arrive. Mais c'est de se dire, ok, est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un au moins sur cette planète déjà avant moi? Parce qu'on n'est pas les premiers finalement. Et finalement, on enlève, le poids sur les épaules en disant, mais en fait, il n'y a pas que moi, c'est déjà arrivé. Et c'est vrai, l'histoire était déjà arrivée à d'autres personnes, voire pire aussi dans le sport. Il y en a qui ont perdu des bras, des jambes, etc. Si c'est déjà arrivé à quelqu'un sur cette planète, ok. Si oui, est-ce que cette personne a réussi à avoir une vie épanouie, une vie épanouie et financière, ce qu'elle souhaitait finalement. Et l'idée, c'est si c'est oui, comment elle a fait? Parce que si c'est réalisable et que finalement elle a vécu la même chose, ben ok, je veux bien ouvrir la voie de me dire et pourquoi pas, et pourquoi pas moi. Et finalement, j'ai démarré comme ça et j'ai fait des petits boulots. Au démarrage, je livrais les prospectus dans les boîtes aux lettres et j'ai démarré l'immobilier. Je voyais des agents immobiliers dans leur agence, mais vraiment, si on peut parler brièvement, c'était marrant parce que mes parents, en fait, ma mère faisait les magazines Imoxia, c'est comme Logitimo, Réflex à l'époque. Spécialisé dans l'immobilier. Voilà, et en fait, ils faisaient les parutions, ils faisaient les magazines, et moi, pour aider, je livrais, je faisais la tournée, et je regardais les agents immobiliers, je me disais, oh, ils sont bien habillés, ça a l'air intéressant. Vraiment, j'ai démarré comme ça, et c'est vrai que mon papa, il disait à chaque fois, l'immobilier, c'est bien, j'aurais toujours voulu faire, et inconsciemment, je me suis tourné vers ça. Et j'ai démarré, finalement, en voulant faire une alternance dans une agence, on m'a refusé 34 fois, c'est la 35e qui m'a dit oui. Parce qu'il voulait pas, il disait écoute, non, on veut pas payer quelqu'un sur lequel on n'a pas encore l'expérience, au niveau rentabilité, ça va pas être assez. Et il y a une personne qui m'a dit oui, c'était Green & Green Immobilier à Aix, sur la place des quarts d'heure, pour ceux qui connaissent. Et il m'a dit ok, vas-y, viens demain, et on démarre. Ok. J'ai dit ok, ça marche. Et au final, on échange, et au bout d'une semaine, il me dit bon, finalement, je peux pas te payer l'école. Ça c'est un peu moins cool quand même, parce que on va pas pouvoir faire l'alternance. Il me dit donc si tu veux continuer, c'est en auto-entrepreneur, c'était ça. Et je démarre et au final, je me prends au jeu, mais j'y comprends rien. Catastrophique, c'était inconfortable de dingue parce que je n'avais aucun terme, aucune maîtrise dans ce domaine-là. Mais j'écoute, j'observe et je copie-colle tout ce que je peux entendre et
fait à ma façon. Et au final, au bout d'un mois et demi, je fais ma première vente. Okay. Et je suis celui qui rentre le plus de mandats. Vraiment, j'avais compris quelque chose, c'était que soit on touchait une commission quand on rentre le bien, et on touche aussi une commission quand on le sort. Et je me suis dit, le temps d'apprendre à vendre, je vais tous les rentrer, comme ça au moins quand eux ils sont bons, ils vont les sortir, ils vont les vendre, mais au moins je toucherai au moins le minimum. Et je m'étais focalisé, j'avais compris que les agents immobiliers à l'époque, ils étaient un peu feignants, et il fallait se lever un peu plus tôt. Et en fait, pour rentrer les mandats, il fallait être le premier à appeler, parce que quand j'appelais et que c'était le 10e, on se faisait envoyer bouler, mais presque on a envie d'arrêter parce que le match de prospection. On prenait des watts au téléphone. Et là, en fait, c'était le fait de me dire, j'avais appelé, j'étais le premier, l'annonce elle avait paru par exemple le soir ou à 7h du matin, et à 8h j'avais appelé. Et en fait, j'étais le premier, la personne elle a dit oui, bien sûr, venez. Et en fait, j'ai répété ça, et j'étais tout le temps le premier. Et j'avais compris qu'en étant le premier, les gens ils étaient ouverts à se dire ok, pourquoi pas. T'as découvert la méthode. Et c'est comme ça que j'ai découvert la méthode à l'immobilier. Et du coup, par la suite, j'ai découvert le marketing de réseau. Là, c'est très important pour moi. Là où j'en suis aujourd'hui, c'était mon pote de l'OM qui s'appelle Cédric Achani. Je lui fais une petite dédicace. Cédric, s'il nous regarde. Lui, il avait découvert le marketing des réseaux en bouche à oreille. Ça se développe comme ça. Donc, c'était une recommandation. Il me dit, écoute, Jérémy, je sais qu'il y a toujours des gens qui te suivent. Est-ce que tu veux venir finalement démarrer le marketing de réseau, parce que je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose. Je dis ok, et je découvre en fait le marketing de réseau que c'est tu peux aller chercher ce que tu vaux. C'est-à-dire si tu fais 0, t'as 0, si tu fais un peu, t'as un peu, et si tu fais beaucoup, t'as beaucoup. Et ça me parle bien, c'est nos limites au niveau des revenus, au niveau du développement de soi aussi. Je me prends vite au jeu et je découvre le développement personnel dans le marketing de réseau. Et c'est vraiment quelque chose que j'affectionne beaucoup, parce que le développement personnel, c'est ce qui m'a permis l'école de la vie. Parce que à l'école, on nous apprend le français, les maths, l'histoire, et c'est très bien, il faut. Mais aujourd'hui, on nous apprend pas à gérer nos émotions. Comment, finalement, nous, en tant qu'humains, on fonctionne. Et c'est ce que on aurait besoin le plus, finalement, quand on est jeune, pour avancer, l'adolescence, même à l'adulte. Mais comment on gère nos émotions, c'est quoi la joie, c'est quoi la peur, c'est quoi la frustration, pourquoi elle se crée, comment on la ressent, d'où ça vient, où on a des blocages, etc. Comment mieux communiquer dans son entourage, en famille, au niveau associés, partenaires, salariés. Et toutes ces choses-là, en fait, on ne les apprend pas, mais on les apprend dans notre environnement. Et du coup, on modélise une façon par rapport à juste les exemples qu'on peut voir simplement autour de nous. Et je me suis dit, j'ai découvert un autre monde. À ce moment-là, c'est un peu l'échange qu'on avait juste avant et que même toi, tu partageais. C'était que finalement, on a tous un monde dans notre tête. L'expression de dire, ah, il est dans son monde, je le comprends pas, ou lui, il est dans son monde, mais c'est réellement ça. C'est-à-dire qu'on est sur la même planète, mais on pense tous différemment. Et le développement personnel m'ouvre vraiment à quelque chose de bien plus large, à me dire ok, waouh, c'est possible en fait, dans le sens où d'avoir une vie épanouie personnellement et financièrement, et comment en fait en se développant mais à l'intérieur de soi, c'est-à-dire d'arrêter d'attendre que l'extérieur vienne à nous et nous donne comme une baguette magique ou gagner au loto, et que finalement en fait ça vienne de nous. Non, mais c'est hyper intéressant dans le sens où quand on retrace un petit peu tout ça, toi en fait t'as su saisir les opportunités et t'as réussi à avoir cette vision en fait où tu te dis je vais miser sur moi. De cet échec-là que tu nous as expliqué, beaucoup se seraient dit bon allez, je rentre dans la vie active, je cherche un taf, et puis voilà. Toi, tu nous expliques que t'as fait passer à Janko, t'as essayé de trouver la méthode pour t'en sortir et être meilleur que les autres. Tu as compris ce que pouvait t'apporter le développement personnel, marketing d'influence, oui, ça. Et de là, t'as réussi à te dire devant moi il y a le champ des possibles. Et donc après ça, toi donc là t'étais à quel âge? C'est ça, quand je découvre le marketing de réseau, j'ai 21 ans, parce que ça fait 2 ans que je fais de l'immobilier. Okay. Et donc, à 21 ans, je découvre ça, et je me dis, waouh, j'ai 21 ans, et je me dis quand même, j'aurais voulu le connaître plus tôt. Mais je m'aperçois que finalement, je suis un des plus jeunes en plus. C'est ça qui était assez intéressant, parce que le développement personnel, à l'époque, c'était très peu connu, et c'était même mal vu. Oh, comment ça, un développement sur soi? En France, on était très fermés. Les Américains, eux, ils étaient vraiment en train de développer ça, de l'ouvrir, donc c'était en 2011. Et ça, c'est bien que tu le dises, parce que là, donc tu dis 2011, le développement personnel. Moi, clairement, tu vois, de mon point de vue à moi, je porte attention à ça. Depuis 2 ans. Donc c'est là où tu te dis, je pense que les États-Unis étaient bien plus précurseurs que nous sur le sujet. Et toi, ce que j'ai bien compris, c'est que tu t'es nourri de ça, parce que 2011, pour moi, je pense qu'il y en avait très peu qui étaient sensibles à ça. Complètement. Ouais, complètement. Et c'était mal vu. C'était mal vu parce que des fois, il y en a, ils parlaient de secte, tu vas voir ton gourou, ça pouvait être ça. Alors qu'en fait, moi, je le savais vraiment en interne, mais je dis c'est pas grave, tant pis.
Mais en même temps, je leur en voulais pas parce qu'ils pouvaient pas comprendre. C'est vraiment ça, c'est quand on est dans notre monde, on peut pas comprendre parce que c'est comme si on parle français, que la personne en face parle anglais et il y a la barrière de la langue, on peut pas se comprendre, c'est pas possible. À ce niveau-là, aujourd'hui, est-ce que toi t'étais épanoui personnellement? Parce que tu dis aujourd'hui que tu avais cette rage d'aller chercher quand même des salaires un peu plus confortables, etc. Aujourd'hui, t'en étais où toi personnellement à cette étape-là? À cette étape-là, je gagnais correctement ma vie. Voilà, je faisais pas encore 5 chiffres par mois, mais je gagnais correctement pour 21 ans. J'étais content de ce que je faisais déjà dans l'immobilier. Et quand je découvre le marketing de réseau, ça me permet de compléter en quelques heures mes revenus. D'accord. C'est-à-dire d'avoir une source supplémentaire. Et j'avais entendu une phrase, c'était Jim Rohn, donc c'est quelqu'un qui est décédé, mais qui a beaucoup apporté dans le développement personnel. Et il disait, si vous êtes salarié, mais c'est ok, votre salaire va payer vos frais fixes et tous vos besoins primaires, et aller chercher une source de revenus complémentaire qui va pouvoir vous payer votre indépendance et vos passions. Et cette phrase-là, elle m'avait beaucoup parlé, parce que finalement, des fois, quand on est salarié, c'est la peur de tout changer, tout quitter. Et du coup, on se dit, ouais, on va se retrouver sans rien. L'outil du marketing de réseau, à ce moment-là, c'était en fait la possibilité de garder ce qu'on faisait déjà, donc garder ses revenus fixes, et de se dire comment je peux adapter à ce que je fais déjà, quelques heures en plus, avec du marketing de réseau ou une activité indépendante, des revenus additionnels. Et en fait, les deux ont fonctionné, et au bout d'un an, je me retrouve à faire autant en quelques heures que ce que je faisais à temps plein dans l'immobilier. Là, petit dilemme dans le bon sens, c'est positif, et je me dis, ok, Jérémy, est-ce que tu préfères plus faire l'immobilier ou le marketing de réseau? Et le marketing de réseau me plaisait beaucoup parce que c'était le développement de soi et de pouvoir former des gens et les accompagner dans soit leur développement du coup personnel que je faisais déjà de manière inconsciente mais au début, et aussi sur leur développement de leur entreprise à eux aussi, parce qu'on développe des indépendants et on les aide à développer leur entreprise à eux. Et donc du coup, j'ai pris la décision de me dire, ok, vas-y, c'est ça que tu veux faire, on y va, et on y va à fond. Et finalement, ça s'est vite accéléré, puisque au bout de 2 ans, je commence à dépasser les 5 chiffres par mois. Et là, c'était une satisfaction de dingue, j'avoue, parce que j'avais 22 ans et demi, 23 ans. C'était d'une certaine manière une revanche de la vie par rapport à ce moment du foot à mes 19 ans. Vraiment, je le pensais profondément. Ça, je veux vraiment insister. À ce moment-là, avant de faire ces revenus-là, je me disais, si je gagne 2500 € par mois ou même 3000 déjà, je signe à vie. Ou même 2000, hein. Même 2000, je me disais, je signe à vie. Parce que je me disais, waouh, c'est déjà bien. Parce que vraiment, la croyance que j'avais à ce moment-là, j'étais là, j'avais tout perdu. Je me suis dit, waouh, si j'ai ça, assure le minimum, quoi. Voilà, mais c'est très bien, c'est beau. Et au final, je me suis aperçu que les revenus ont augmenté, mais parce que c'était mes croyances qui ont changé, ma perception de voir les choses. Je me suis ouvert à d'autres choses et m'autoriser à me dire, mais pourquoi pas. Ouais. Et je fais les 5 chiffres, du coup, à 22 ans et demi, 23 ans, et je me régale parce que du coup, je suis passionné, je suis épanoui, j'aide, j'accompagne les gens, je fais des beaux revenus, et finalement, j'arrive à réaliser aussi de belles choses que je souhaitais, comme aider ma maman au niveau de ses soins, de sa santé. C'était vraiment beau ce que j'arrivais à réaliser. Et par contre, à 24 ans, là, catastrophe si on peut en parler. La compagnie dans laquelle j'étais, elle a loupé un virage finalement en France. Les réglementations ont changé, l'État change la réglementation. Okay. Et du coup, je me retrouve de faire 5 chiffres à faire tout juste un SMIC. Mais vraiment, du jour au lendemain. Le mois qui a suivi, boum, parce que l'État a changé les règles. Et surtout que j'avais aucune éducation financière. Ouais, donc t'as cramé. Je gagnais 5 chiffres, je dépensais 5 chiffres. Et on m'avait fait, pour l'anecdote, une carte bleue paiement différé, la banque. Ah ouais. Quand on vous ouvre les portes, je gagnais 5 chiffres. Oh, c'est un bon jeune, mais si vous voulez, on me fait ça. Ça veut dire que le dernier mois, quand t'étais en paiement différé, tu les avais plus. C'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'avais dépensé les 5 chiffres, donc ils allaient être débités à la fin du mois. Et moi, je me retrouve sur le mois en cours, en fait, à rentrer juste 1000 €. Et donc, c'est-à-dire que je savais qu'à la fin du mois, d'entrée, j'allais être à moins 9000. Et en fait, ça s'est enchaîné parce que quand on n'arrive pas à refaire des revenus, donc le mois d'après, du coup, j'ai pas réussi. Donc, du coup, j'avais fait tout juste encore que 1000 et quelques. Et donc, je me retrouve encore endetté. Et il y a les AGO. Voilà, ça commence. Les AGO, les trucs, les huissiers. J'avais une voiture, j'avais une Audi A3 cabriolet. Je m'étais tapé, je m'étais fait un kiff. Plaisir, c'est normal, tu le méritais. Mais je m'étais fait ce kiff-là. Mais quand on est jeune, voilà. Après, c'était vraiment l'envie de le faire. J'aurais pu le faire différemment, mais à ce moment-là, je le voulais. Je pensais juste que c'était la bonne manière. Mais voilà, la voiture à 42 000 € neuve, cabriolet, et au final, je me retrouve à être embêté et je suis obligé de la vendre. Ouais. Et je la vends à la moitié de prix alors que ça fait 1 an que je l'ai. Et du coup, je me retrouve à
Du coup, dans la foulée, quelques mois après, parce que les AGO sont enchaînés, au final, ouais, c'est ça, je crois qu'au total, exactement, c'est à peu près 38 ou 39 000 euros de dette j'avais. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai dû vendre la voiture et essayer d'avancer dans tout ça. Et ça à 24 ans. Ouais. C'est montagne russe, là. Ouais. C'est les montagnes russes Et toi, à ce moment-là, est-ce que tu gagnes en maturité, tu te dis, bon, là, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça, ou est-ce que ça te dit, bon, ça te donne encore plus la niaque bon, allez, c'est bon, je fais table rase de ça, et je continue d'avancer. L'état d'esprit que j'avais, je me revois très bien là, l'image, c'est, en fait, je suis dans une voiture que j'ai un ami qui m'a vendu, parce qu'il s'en servait pas, c'est une voiture à 300 euros. C'était une Clio, j'ai plus c'est quel Clio exactement, c'était une petite Clio, je m'étais dit, il fallait prendre une photo, je pense l'avoir, mais je l'ai pas retrouvée. Il m'avait mis un genre de gruyère en plastique sur la vitre passager pour qu'elle tienne. Ah ouais. Et le pare-choc tenait avec des fils pour les grillages. Une voiture à 300. Vraiment, voilà. C'était vraiment la Mais j'avais cette voiture-là, je l'ai payée en plusieurs fois, même à 300 euros. Et je me retrouve en fait dans cette voiture-là. Et je m'en rappelle. Et là, je me dis, sincèrement, je me dis, putain, mais Jérémy, t'es un connard, quoi. Ouais. Vraiment, je m'en veux profondément parce que je me dis, mais c'est toi, c'est ta faute à toi. En fait, je veux pas en parler à ma mère parce que elle est femme de ménage et elle va être beaucoup affectée sur ça. Et je me dis, je veux pas l'inquiéter, on sait jamais. Et il y avait l'ego aussi de moi, de petit garçon, par rapport à mon père, où voilà, c'était très punchline, qui challengeait tout le temps. Et je me dis, si je vais lui dire que j'ai merdé, il va dire, bravo, t'es nul. c'est ça. Et c'était l'ego du petit garçon de dire, non, je vais pas aller dire à mon père, je vais pas pleurer. Donc je me retrouve dans la voiture et je me dis, voilà, tu me répètes tout ça. Et au final, je me dis une phrase, c'est celle-ci, je me rappelle. Je dis, ok, la merde que tu crées, Jérémy, dans ta vie, c'est 100% de ta faute. Mais aussi, les belles choses que tu vas créer et que tu as réussi déjà à créer, c'est aussi 100% de ta faute. Grâce à toi, on peut le dire de cette manière-là. Et quand je pense comme ça, je me dis, ok, en fait, ça dépend que de moi. Et là, en fait, je reprends le contrôle de moi. Donc là, allez, on reprend et on remonte à cheval. Je sais pas s'il y en a qui font du cheval et qui se reconnaissent. Vas-y, on remonte à cheval et on y va. Et là, donc ta famille est au courant de rien à ce moment-là. Donc là, t'as 24 ans et quand tu dis que t'es capable de le faire une deuxième fois, tu le ressens réellement, te dire voilà, c'est une réelle force que je peux avoir et je sais vers où me tourner. C'est ça, exactement. Je le pense sincèrement et profondément parce que j'ai commencé le développement personnel, j'ai eu la possibilité de côtoyer des personnes à ce moment-là qui réussissaient à haut niveau et je me suis dit, ok, je suis sûr que ça leur est arrivé également. C'est-à-dire la même question que je me suis posée quand j'avais 19 ans, mais là je le dis vraiment, c'est précis et c'est conscient. Mais quand j'avais 19 ans, je le savais pas comment j'ai rebondi du foot. Mais là, c'était vraiment ça. Je me suis dit, ok Jérémy, est-ce qu'il y a un entrepreneur qui a déjà vécu ça? Et finalement, je m'aperçois que 40 000 euros, c'est rien du tout. Absolument rien. Et au final, je me dis, ok, allez, vas-y, on y va. Si c'est rien, et let's go. Comment on fait? Je me rappelle d'une chose, on pourra en reparler après, c'est ce que je dis dans les accompagnements. C'est pourquoi je fais les choses. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de repartir et pas rester finalement sur cette posture-là? De dire, écoute, vas-y, reprends un job et on en arrête. La motivation, la flamme intérieure. Le vrai feu intérieur, le fait qu'il pleut et la tempête, etc. Tu as 40 000 euros de dette, t'as les courriers d'huissier, ça prend, t'as la pression. Et en fait, c'est pourquoi on fait les choses. Le vrai moteur, c'est pourquoi on fait les choses. Et mais je le faisais réellement, c'était pour ma maman qui était femme de ménage. Voilà, je me disais, si moi, je m'autorise pas à penser différemment et à réussir, que elle, je la voyais bloquée finalement par rapport à elle aussi, ses croyances. Ouais. Je me dis, qui va le faire pour elle? Je peux m'autoriser à rester pareil, ou alors, est-ce que plus tard, je me voyais, j'ai vraiment la vie dans 80 ans, est-ce que tu seras fier de ça? Ouais. Et là, vraiment, il y a la douleur qui me monte, vraiment, en me disant, mais si tu t'es pas bougé le cul, voilà, vulgairement parlant. Et en fait, je le faisais vraiment pour ça, en me disant, ok, je le fais pour ma mère, et je le fais aussi à ce moment-là, attention parce qu'on va y venir plus tard, je le fais pour ma mère et je le fais aussi pour le regard de mon père, inconsciemment. Qui ont deux regards différents. Ouais, deux caractères et deux personnalités différentes. C'était vraiment ce pourquoi profond au fond de moi. Donc à ce moment-là, toi tu le fais donc par rapport à tes parents, le ressenti qui est complètement différent de ta mère, de ton père. C'est deux personnalités différentes. Ouais. Et une, je le fais vraiment pour ma mère en me disant, ok, je veux l'aider par rapport à ça au niveau financier parce que j'ai peur pour sa santé à ce moment-là. Je me dis, ok, il faut que je me dois d'aller chercher ça, d'aller des résultats pour l'accompagner, pour avoir s'il y a un besoin au niveau de sa santé, au moins je voudrais y répondre. Et en même temps aussi, c'est la fierté inconsciente bien sûr, du papa qui challenge, qui dit jamais bravo, et de se dire ok, je vais me dépasser parce que je veux montrer à mon père que voilà. Parce que ton père avait vraiment ce regard lui d'entrepreneur. Ouais, il avait c'est ça, il avait cette posture vraiment d'entrepreneur, de
Il est arrivé d'Arménie, il avait 9 ans en France, il parlait pas la langue, il s'est débrouillé comme un dingue et bravo à lui. Il ramassait les escargots par terre, il revendait, il ramassait les cagettes au marché, on lui donnait 10 francs. Enfin, il a démarré comme ça et au final, il a réussi à racheter le marché, le stand du marché qu'il y avait. De la vente d'escargots, il a racheté. Ouais, c'est ça. Et il s'est bâti de cette manière-là, exact. Et il y a vraiment cette force, cette énergie intérieure qu'il a de dire si tu veux quelque chose et que tu veux l'atteindre, vas-y et donne-toi les moyens. En gros, c'est ça. Voilà. Dans ton bouquin, il y a une phrase que tu nous dis par rapport à ton père, c'est que pour lui, la vie pro ne peut pas pas avoir le même succès que la vie perso. Exact. Il les met pas sur les mêmes le même niveau. Et moi, ce que je perçois en étant enfant, adolescent et quand je grandis, c'est qu'en voyant l'histoire de mon père et de ma mère et leur relation, je me dis ok, mon père, waouh, bravo, j'admire. Il a réussi au niveau professionnel et je veux attirer la même chose et même plus. Mais je vois que ils ont divorcé à 12 ans. Alors, ça veut pas dire que c'est une catastrophe. Des fois, deux personnes ne peuvent ne plus s'aimer. Mais c'est juste me dire mince, il a manqué de communication. Ouais. Il a manqué de communication entre eux. Il a manqué de communication entre nous aussi. Je lui en veux pas parce qu'en fait, c'est parce qu'il ne connaissais pas. Mais je m'aperçois que soit pro, soit perso, qu'est-ce que tu choisis? Je me dis vas-y, on va à fond dans le pro. J'arrive à mieux te comprendre. Et là, donc, à tes 24-25 ans, donc c'était il y a 10 ans, est-ce que tu prends un tournant quand tu as cette introspection-là? Explique-nous un petit peu comment toi, t'as réussi à te relancer. Là, si on reprend, donc j'ai 24 ans, c'est ça? Ouais. Ouais, j'ai 24 ans. J'ai tout perdu. Et c'est intéressant de se le dire parce que j'ai tout perdu, mais au-delà du financier, il y a des personnes qui le ressentent et qui l'ont déjà vécu ou qui peuvent le vivre, c'est de se dire au-delà du financier, c'est qu'on a l'impression de perdre notre statut social, notre confiance, notre valeur. Vraiment comme si on était dénigré d'un coup du jour au lendemain. Alors que c'est pas le cas, mais on le perçoit réellement de cette manière-là. Et c'est difficile. Mais voilà, par rapport aux phrases qu'on a échangées ensemble, boum, comme si d'un coup, voilà, j'ai le moment où, allez, on est en dépression. Ouais. Et ok, je m'autorise quelques minutes, mais vraiment c'est ça. Hein. C'est de dire je m'autorise, accepter ok que c'est difficile et on respire et on y va. Ouais. Et vraiment, allez, on s'autorise à aller vers l'avant. Le gros travail de la respiration. Ouais, tu vois, je l'ai fait en plus. Là-bas, me dit souvent respire, yes. Un coup, ça ira mieux, mais c'est vrai. Hein. Et d'ailleurs, si tu veux qu'on en parle, c'est quelque chose que j'ai appris et que je mets au quotidien. C'est pour ça, avant de démarrer le podcast, c'est bien, on va un peu s'oxygéner. Mais l'idée, c'est ça. Je l'ai appris, c'est par Anthony Robbins et toutes ses connaissances sur ça. Il explique que l'être humain a 3 besoins vitaux dans la vie. Et si on comprend comment on fonctionne, ce qu'on a besoin de vital, en fait, vraiment pour nous. C'est-à-dire que dans la vie, on peut ne pas manger pendant plusieurs jours, c'est possible. On peut ne pas boire aussi pendant plusieurs jours, ça peut arriver pour les meilleurs. Par contre, la seule chose qu'on ne peut pas, et même pour les meilleurs, c'est des dizaines de minutes, c'est respirer. Si on comprend que ces 3 besoins fondamentaux sont non négociables, on comprend comment nous, on peut arriver à reprendre le contrôle sur nous. Et la respiration, donc c'est le numéro 1, et ça fait partie... alors aujourd'hui, il y a la méditation, il y a le yoga, il y a plein de choses comme ça qui sont en développement, et on prend conscience de tout ça, mais ça vient de la respiration. On respire, on reprend la posture et on lâche prise. En fait, c'est ça aussi. Ah. C'est quelque chose qu'on a énormément du mal à faire, nous, surtout dans la société dans laquelle on est, où tout va vite et il faut aller encore plus vite. Il y a du bon, il y a du mauvais. Mais l'idée, c'est de se dire, ok, nous, dans cet environnement, à la base, on était dans la jungle. Et là, aujourd'hui, on est dans un monde moderne où ça va très vite. Et se dire comment nous, on arrive à s'adapter à tout ça. Il faut trouver le juste équilibre. Et des fois, quand on est vraiment dans un rythme très soutenu, et ça peut arriver, mais de respirer et vraiment lâcher prise. Ça restimule, déconnecte le système nerveux et on revient à l'essentiel. Mais ça, je suis complètement d'accord. Et moi, je me l'applique un peu plus souvent parce que ça, c'est pas quelque chose, pas dans mes croyances, de pouvoir avoir un impact aussi fort sur ton corps. Mais c'est vrai que respirer profondément et reprendre un petit peu le dessus à des moments, c'est hyper important. Et donc toi, à ce moment-là, donc t'étais vraiment dans cette étape-là. C'est-à-dire, voilà, j'ai 25 ans. Voilà, j'ai déjà réussi. Je peux le refaire. Yes. Qu'est-ce que tu as lancé pour reprendre le dessus? Alors, pour reprendre le dessus, à ce moment-là, je sais pas comment, qu'est-ce que je vais faire. Je sais pourquoi je fais les choses et je me dis, ok, vas-y, allez, on reprend. C'est pas grave, comme à 19 ans, qu'est-ce que t'as fait? Petit boulot. Je reprends des petits boulots. Okay. Je me retrouve à faire des ménages. Je me rappelle, c'était à GSF, la société GSF. Je me retrouve à faire des ménages avec eux. J'étais salarié, c'était un petit contrat. Et de 5h du matin à 7h, je crois, c'était ça tous les matins. Je me retrouve à la zone des Milles, à Aix-en-Provence, à nettoyer les bureaux Castorama,
Boursorama, Crédit Agricole, etc. Je me relance de la même manière en me disant, ok, c'est pas grave, je sais pas où je vais aller, qu'est-ce qu'il faut faire, Jérémy, on refait le premier petit pas. Et là, toi, t'étais vraiment, ça c'est hyper important de le comprendre, c'est que à ce moment-là, toi, tu le vis comment? Comme un échec, ou tu te dis, je me reconstruis? Je suis en train de me reconstruire. Ok. Vraiment, c'est ça, parce que j'ai eu la chance de comprendre en fait comment il faut réagir à ça. Ouais. Et souvent, c'est qu'en fait, on est en mode victime. Et quand on est en mode victime, on subit la vie. Et là, par contre, il y en a qui la subissent et qui restent bloqués là-dedans. Ça peut durer quelques heures, 1 an, 10 ans, 20 ans. Il y en a, ils restent à vie. Ce qui est intéressant, c'est que pour arriver à débloquer ça, c'est la perception qu'on a au niveau de l'état d'esprit. On y reviendra. C'est ça, c'est-à-dire au lieu de la subir, c'est de s'en servir en fait en moteur. Ok, on a merdé d'une certaine manière, mais c'est une expérience. Est-ce que j'en ressors? Parce que si on fait pas de feedback, ça sert à rien. On va refaire la même erreur. Et c'est dire, ok, comment je ressors plus fort de ça? Et enfin, je fais les ménages. Et qu'est-ce que je fais à côté aussi? Je travaille à EasyDix en préparateur de commande. Ok. Je travaille en préparateur de commande au mille, donc je cumule Les deux. Je cumule les deux. C'était un début, ça me suffisait pas. Et j'ai mon ami encore, Cédric Achani, il revient encore dans l'histoire. Cédric Achani qui me dit, écoute Jérémy, je sais que voilà, il y a du monde qui te suit à chaque fois. Je faisais du marketing russe, j'avais une belle équipe à l'époque. Et il me propose, il a ouvert un bar festif. Et il me dit, écoute, si tu veux venir, tu ramènes du monde et on voit ce que tu peux faire. Et en fait, moi à ce moment-là, il le sait pas, parce que je le communique pas, que je suis financièrement à la ramasse. Et en fait, il me dit, ok, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, si tu veux, je ramasse les verres. Je ramène un peu de monde et je me retrouve à faire commis général pour avoir le terme exact du bar festif. Je me retrouve à ramasser les verres dans les soirées. Mais lui, il le sait pas. J'ai dit oui parce qu'en fait, ça me fait gagner 2-3 sous, c'était pas foufou. Ouais. Mais c'est un moment pour moi de déconnexion et de lâcher prise. C'est-à-dire que j'étais dans un moment un peu douloureux, un peu difficile, même si je le pense et je le perçois différemment. Mais en fait, au moment où j'y vais, je me dis, waouh, je déconnecte, je suis dans un moment de fête, je vois de la joie, etc. Et je me dis aussi une chose, c'est que je sortais pas, j'avais pas les moyens. Et que le fait d'être dans le milieu de la nuit, me retrouve à pouvoir sortir dans d'autres établissements gratuitement. Et en fait, mais c'est bien vu. Le départ, c'est marrant, il est là. Au final, je me prends au jeu de tout ce que j'ai pu apprendre et cette valeur humaine que j'ai, c'est de vouloir vraiment faire plaisir aux gens. Déjà, je me retrouve à ramasser les verres, mais à avoir ma personnalité, à vouloir un peu faire passer un bon moment aux personnes qui sont présentes. Et il y a des commis qui partent parce qu'ils gagnent pas assez leur argent, donc du coup, je prends leur place. Finalement, de commis général, je passe commis d'un serveur. Il y a un serveur qui part, je passe serveur. Et de là, je commence à avoir un beau carré, je commence à avoir même le meilleur, je commence à ramener la moitié de l'établissement parce que j'ai ce truc où je veux fédérer quelque chose relationnel et je me régale, je suis passionné. Et au final, le directeur qui est présent, il travaille pas trop bien et donc il part. Et mon ami dit, bah écoute Jérémy, par le conseil d'une autre personne, lui dit fais-le pas celui organisateur. Et je me retrouve finalement 1 an et demi après à organiser les événements pour lui et avec lui et en fait on double, on triple le chiffre d'affaires. Et en fait on se régale, même je trouve l'idée de faire un peu des soirées dans des lieux atypiques en dehors de son établissement à lui. Par exemple, une idée, on faisait Halloween dans un autre établissement. Enfin, mais le bar en organisation de cet événement. Voilà. Okay. Et on commence par contre à s'associer en fait en dehors de son établissement. Génial. En disant on fait 50-50 sur des lieux atypiques. Et là, on commence finalement à être associé d'une certaine manière, à être partenaire. Et après, je redeviens son directeur dans l'établissement. Et ça marche super bien. Mais finalement, je m'aperçois que les chiffres qui me donnent ne sont pas les bons. Ah. Donc je suis frustré et là je me dis je veux pas me fâcher avec lui et au final d'une manière simple je dis écoute on n'est pas fâché, je fais mes propres événements et finalement je pars de zéro. Je laisse tout le personnel que j'avais créé, qu'on avait monté et la clientèle et je dis c'est pas grave, je vais le refaire. J'avais vraiment cet état d'esprit, c'est vrai parce que ça peut paraître dingue, parce qu'en plus le milieu de la nuit quand même, c'est particulier, mais j'étais tellement focus, vraiment là tu vois quand je t'en parle, je me revois vraiment et je me dis avec le recul c'est dingue, mais ce que je voulais vraiment réaliser pour ma mère, mon père et d'autres choses aussi qui étaient vraiment ancrées en moi, que je voyais en me disant ok il y a des difficultés, elles étaient présentes, mais je voyais vraiment comment moi je trouvais des solutions et je me retrouve en fait par recommandation à avoir une personne autour de moi qui me recommande un contact et qui me dit écoute voilà si tu veux faire des soirées vous pouvez vous associer avec lui, on échange, l'échange se passe bien, on match et on me dit voilà lui il a tout le côté financier, structure etc. et moi j'ai le savoir-faire et j'ai le réseau et du coup bingo on démarre comme ça, on fait win-win et on démarre et en fait ça cartonne, on fait 1 soirée, 2 soirées, 3 soirées
soirées. Après, malheureusement, l'établissement où on a démarré, ils peuvent pas renouveler les soirées, donc on doit trouver un autre lieu, etc. Donc un peu difficile. Je repasse serveur aussi entre-temps dans d'autres établissements. Le premier départ là dans l'événementiel, c'est un établissement qui s'appelait à l'époque le First, à côté d'Aix-en-Provence. Et je me retrouve à leur proposer, est-ce que je peux vous louer le mardi soir? Parce qu'ils faisaient le vendredi, samedi, et ils travaillaient moyennement. Moi, je leur dis, écoutez, je peux louer le mardi soir. Eux, ils étaient pas ouverts. Et on fait deal, on part sur un loyer. Et finalement, on démarre, petite soirée, et en fait, on cartonne. On fait plus de monde et de chiffre d'affaires le mardi que le vendredi, samedi. Ah ouais. Et c'était dingue. Mais je me rends pas compte vraiment, je le pense sincèrement, je me rends pas compte de ce que je suis en train de créer. Je suis tellement focalisé sur mon objectif à moi futur. Et toi, à ce moment-là, parce que moi, de mon prisme, tu vois, Oui. ce que toi t'es en train de créer là, tu te dis tes capacités, tu les vois, tes capacités. Tu vois déjà un peu de passer de débarrasser les verres à directeur du lieu, à créer des événements, que ça fonctionne, tu rechanges d'endroit, que ça fonctionne. Enfin, à un moment donné, il y a un facteur commun et tout ça. Ouais, mais je t'avoue, non, je m'en rends pas compte vraiment, parce que c'est vrai que c'est assez rapide. Ben ouais. Et c'est après avec le recul, et c'est vrai que je me suis aperçu qu'il y a des personnes qui étaient serveurs depuis avant moi, et qui n'ont pas fait le pas, mais je m'en rends pas compte vraiment. Je suis vraiment focus en me disant, je veux aller là-bas, et ben c'est les étapes à passer, et je suis obligé d'y aller, parce que si tu restes là, Jérémy, tu vas jamais y arriver. Donc vraiment, je suis focalisé, j'avance de cette manière-là. Et du coup, le mardi soir, ça cartonne. On appelle ça les mardis du First, pour ceux qui l'entendront, qui le reverront. Peut-être ça va faire sens, ça va rappeler des bons souvenirs, parce qu'on a passé des moments de dingue. À chaque fois, il y a des personnes 10 ans après, ils m'en reparlent. Et on fait ça pendant 2 ans. Et au final, on trouve un échange avec les propriétaires de l'établissement. Eux, ils travaillent très moyennement et ils ont besoin de renouveau. On échange autour d'une table, on est 4 et on dit OK, écoutez, si vous voulez, on peut reprendre l'établissement. On voulait le reprendre nous, mais ils étaient pas OK. C'était leur bébé. Ouais. Et finalement, on se dit OK, on fait deal tous les 4 ensemble. On trouve la bonne répartition. À part égale, on redémarre et c'est moi le développeur de l'établissement. Et au final, c'est vrai que cet établissement se faisait 680 000 euros de chiffre d'affaires. Et en fait, on se retrouve 1 an après à faire 2,4 millions. On fait juste 20 000 euros de travaux, un peu de peinture, des lumières, etc. Et avec vraiment ce savoir-faire, cette passion et cette énergie. Vraiment, je parle beaucoup d'énergie parce que c'est des choses que j'ai appris et que le plus important, c'est l'énergie qu'on peut dégager, qu'on peut amener. Les gens le ressentent, on crée un bel environnement et on se régale. Moi, je me régale à travailler, mon staff se régale et les clients le ressentent. Et en fait, on crée vraiment une identité de dingue alors que ça marchait moyennement. Et là, on cartonne. Et moi, ce qui me régale vraiment dans ça, je pense que ça se voit, j'ai le sourire, mais c'est de voir ces personnes-là qui viennent dans l'établissement, qui viennent avec leurs problèmes, leur quotidien, ou des fois il y en a pas forcément, mais voilà, il y a un quotidien où ils travaillent, etc., et qu'on vient pour déconnecter, lâcher prise, et je me dis, je me dois, moi vraiment, je pense comme ça, de leur faire passer un bon moment, un putain de bon moment. Et du coup, ça se ressent, et on a créé d'ailleurs, on était les premiers dans la région à créer ça. Alors je m'étais inspiré de ce qui se fait à la Côte d'Azur, j'avoue, et je l'ai adapté moi à ma façon à notre commune. Mais j'étais un des premiers à créer, voilà, les pancartes Happy Birthday, vraiment célébrer. Et c'était parti d'une idée toute simple. C'était mon meilleur ami qui s'appelle à l'époque, c'était mon meilleur ami parce qu'on s'est on s'est perdu de vue, on n'était plus alignés sur les mêmes valeurs. J'avais tellement voulu lui faire plaisir, il avait démarré une activité de sushi. Okay. Et il adorait le whisky. Et du coup, mais pas le Jack en plus. Mais je te partage ça parce que, en fait, il aimait le Campbell. D'accord. Et en fait, j'avais acheté la plus grosse bouteille de Campbell qui existait, donc c'était, je crois, un 6 litres, donc j'avais dû le prendre ailleurs, tellement ça n'existait pas. Mais je voulais tellement lui faire plaisir que j'avais réussi à la trouver. Et en même temps aussi, j'avais fait des t-shirts à l'effigie de son entreprise. Et il savait pas, et je le fais pour la première fois. Et je me rends pas compte, moi j'étais tellement focalisé de vouloir lui faire plaisir qu'en fait on envoie la bouteille, il est comme un dingue, etc. Mais je m'aperçois pas que toutes les personnes aussi autour le voient. Et à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on le fait, moi je le fais pour lui, et d'un coup ça commence à dire oh Jérémy, mais dans une semaine c'est le mien, moi aussi je veux ça. Une autre copine qui me dit oh, mais c'est mon anniversaire, moi aussi qu'est-ce qu'il faudrait faire, mais moi aussi les fumigènes, ça, etc. Et je m'aperçois qu'il y a un truc, il y a un besoin, il y a une demande de dingue de dire c'est mon moment, c'est mon anniversaire, personnalise mon moment. Voilà, c'est ça. Et en fait, je me dis, ouais. Et je me prends au jeu parce que je me régale. Donc, si quelqu'un est dans l'automobile, il y avait un ami qui était à BMW, on a acheté une voiture, un jouet, une grande voiture, et on mettait les bouteilles dedans. Et on l'amenait comme ça. Bon, bref. On s'est régalé et on a créé vraiment l'identité de la boîte d'anniversaire presque.
Ouais. Et on se retrouvait dans des soirées à vers 8-10 anniversaires dans la même soirée. Donc c'était... Tu devais fêter ton anniversaire dans ce coin-là, Ouais. c'était chez toi. C'était vraiment ça. C'était quelque chose que j'avais appris en me disant, ok, si tu vas au First, tu sais que tu vas pour ça, pour se terminer cette énergie-là, cette ambiance, mais aussi que si tu sais que c'est ton anniversaire, en fait, tu vas le faire là-bas. Ouais. Parce qu'il y a que eux qui savent le célébrer comme tu aimerais, en fait. Ouais, c'est fou. Et on a créé ça, vraiment cette identité de dingue, et on l'a fait pendant 3-4 ans et on s'est régalé. C'est une histoire de fou et moi ce qui me surprend le plus c'est cette faculté à adapter les choses pour en faire des cartons. Parce que là, clairement, t'es en train de nous parler de cartons. Et les événements de vie, ils sont incroyables aussi, parce qu'en parallèle, s'asseoir autour d'une table, renégocier, alors je sais pas comment vous l'avez formalisé, mais s'associer avec les gérants d'un endroit pour leur dire, en fait, nous, ce qu'on fait un soir, on est meilleur que ce que vous faites, vous, le vendredi et le samedi. Eux, peut-être qu'à ce moment-là, ils étaient enfermés dans un cycle où ils s'en sortaient plus du tout, en ouvrant 2 jours par semaine. Et j'imagine comment c'est compliqué. Mais, et toi, t'arrives presque à, en solutionnant des problématiques et en les rendant beaucoup plus fortes. Franchement, chapeau sur ça, vraiment. Et donc la suite, ensuite. La suite, yes, on va savoir la suite. Ce qui se passe, donc ça fait 4 ans qu'on se régale, on cartonne. Ouais, okay. 28 ans, 28-29 ans, c'est ça, 28-29 ans. Et on cartonne, mais je continue à me développer personnellement. Je fais des séminaires en stratégie d'entreprise avec Anthony Robbins, donc ça fait déjà 8 ans. En parallèle de toute cette activité. En parallèle de tout ça, voilà. Je continue à me développer sur le développement personnel, donc sur moi, et sur les stratégies d'entreprise. Donc, tout ce que j'apprends, je le mets en place. Et du coup, c'est vrai qu'on continue à grandir, etc. Donc, ça, c'est fort. Donc, ça veut dire que toi, personnellement, tu mets tout ce que tu apprends, et que tu apprends professionnellement. Et en fait, en parallèle de tout ça, en gros, t'es en train de devenir une sorte de futur mentor, parce que tu t'appliques au quotidien ce que tu apprends. C'est ça. Et tu continues d'apprendre des meilleurs, comme tu dis. Yes, exactement. C'est, pour moi, l'apprentissage, il est constant. Ouais. Même aujourd'hui encore, je le fais, et même les meilleurs, quand j'écoute leurs conseils, eux aussi sont coachés par d'autres personnes qui ont plus d'expérience. Donc je me dis, si le numéro 1 au monde, il est coaché, moi, à mon niveau, je pense que c'est intéressant de le suivre. Donc, j'ai continué et je me retrouve pour arriver à voir la suite. Donc à 28 ans, on marche très bien, mais je sens un moment tourné. Je sens un moment tourné et je me dis, même moi personnellement, je prends moins de plaisir à ce moment-là à développer à la boîte de nuit, parce que à 28 ans, on n'a plus envie de sortir autant et régulièrement en boîte de nuit. Ouais. Et je me dis, je suis un peu frustré parce que j'ai des amis qui sont un peu plus âgés, parce que c'est vrai que je fréquentais des gens un peu plus âgés, qui ne viennent plus, et même les gens de mon âge aussi. Et je me dis, mince, la boîte rajeunit, mais en fait, c'est pas qu'elle rajeunit, c'est que nous, on a grandi. Ouais, et en plus, on était post-Covid, là. C'était juste avant. Okay. Juste avant. Parce qu'après le Covid, ça s'est encore plus rajeuni. Exactement. Parce que j'ai eu cette réflexion-là, exactement, c'était en novembre 2019. J'ai cette réflexion-là de me dire, ok, je m'épanouis plus, j'arrive pas à m'exprimer avec mes associés en disant, mince, il faut changer certaines choses, parce que on va commencer à régresser. Parce que je vois des établissements à Marseille qui commencent à ouvrir, comme le Rooftop à Marseille et autres, et je me dis, waouh, il y a des codes sur lesquels on va pas pouvoir arriver à rivaliser, et je me dis, il faut se renouveler, sinon on va se faire avaler. Et en fait, on échange, j'arrive pas à m'exprimer, et on me comprend pas, je suis frustré, donc je l'explique de ce manière parce que c'est sincère, et je vais en revenir pourquoi. Et à ce moment-là, j'arrive pas, je suis coincé, et je fais un séminaire avec David Laroche, en plus de Anthony Robbins. Je me retrouve à me développer sur les stratégies d'entreprise, et on exprime, il demande des personnes qui ont quelle est la plus grande réussite cette dernière année ou ces dernières années, et quelle est la vraie problématique du moment. Je dis bien la vraie parce que des fois on est plein de problèmes, mais c'est pas la vraie, la vraie problématique. Et là, ce qui se passe, c'est que je me retrouve au micro à parler devant 100 personnes et à dire oui, c'est vrai que je suis fier, l'établissement, la boîte de nuit, on l'a amené de là à là, ok, super, bravo. Et moi, je me rends pas compte que ça fait 280% de croissance. C'est la première fois où je me dis, ça impressionne. C'est valeur de chiffre-là. Ouais. Mais vraiment, j'ai aucune valeur. J'en prends un peu conscience à ce moment-là au waouh des gens. Il me dit ok, maintenant, c'est quoi le problème? Et je lui dis, ce qui se passe, c'est que je sens quelque chose arriver. J'arrive pas à m'exprimer avec les associés, on n'est plus en accord. Et je suis frustré parce que du coup, je m'épanouis plus. Ce que j'ai expliqué un peu, je raconte mon histoire. Et en fait, je m'aperçois qu'à plusieurs reprises, que ce soit avec mon ami Cédric, que ce soit même avec l'agence immobilière aussi, ça s'était passé comme ça,
que ça soit là à ce moment-là avec la boîte de nuit, j'ai ce ressenti-là et ça arrivait. Les personnes m'apprécient. Je fais du bon boulot en tant qu'associé partenaire, mais ils me donnent pas les vrais chiffres, donc j'ai la sensation d'être lésé, au moins pour le dire poliment, et je le vois en fait réellement que du coup je me fais avoir, en étant poli. Et du coup je suis frustré de dingue, et lui il m'explique, David Laroche, il me pose la question, et c'est la première fois qu'on m'envoie vraiment la bonne question. Il me dit, mais d'après toi, pourquoi Pourquoi, Jérémy, tu reproduis le même schéma? Et là, c'est la première fois qu'on m'envoie la question face à moi. C'est comme si on voulait pas se regarder dans le miroir, qu'à chaque fois on nous envoie des choses et on le sait, on dit non, on met de côté. Et là, c'est comme si je me voyais moi en face, dans le miroir, je me regarde dans les yeux et je me dis, Jérémy, mais tu le sais en fait. Enfin, dis-le. C'est pour ça que je le dis dans les accompagnements, tant qu'on n'est pas honnête et sincère envers soi-même, on n'avancera jamais. Et là, vraiment, je suis sincère, je suis honnête, et je lâche, en fait. Vraiment, je lâche prise. C'est vraiment le mot, je lâche prise. J'ai le micro. Je me retrouve devant 100 personnes, et en fait, je me mets à chialer. Et je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est mes émotions. Et il me dit, ok, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu comprends? Du coup, je mets des mots dessus. J'ai dit, ok, c'est bon, je sais pourquoi. Et j'exprime, j'ai dit, je sais, je suis trop gentil. Et de là, il dit, ok, génial. On met des mots, on identifie pourquoi. Il me dit, d'après toi, d'où ça vient? Donc là, on va chercher l'élément déclencheur. Parce que moi, je crois à ce moment-là que je suis né très gentil. C'est mon ADN, c'est ancré, c'est comme ça, c'est dans la famille. Je pourrais jamais le changer. Et en fait, ça fait sens parce que je m'aperçois que je suis trop gentil dans mes relations amoureuses. Je suis trop gentil dans mon activité entrepreneuriale. Je m'aperçois que du coup ça a une influence dans ma façon de manager mes salariés. D'accord. Et je favorise un ami à la place de d'autres personnes qui sont finalement chacun dans l'entreprise. Mais je me dis voilà, vu que je suis très gentil et que c'est mon ami, inconsciemment je me dis je me dois de l'aider plus, donc d'une certaine manière, pour expliquer là par exemple à la boîte de nuit, je lui envoie plus de réservations à lui, et du coup ce qui se passe, c'est que derrière les autres, ils sont frustrés, et c'est logique en même temps si on les comprend, parce que du coup les meilleures réservations, je les dirigeais vers lui, et chacun était payé un pourcentage en plus. Et toi, alors je t'interromps vite fait, mais toi à ce moment-là, est-ce que tu te fais plaisir à toi-même, ou est-ce que tu fais plaisir à ton collègue en lui mettant plus de réservations par exemple? Moi à ce moment-là, je m'en aperçois pas, mais je me dis voilà, je veux lui faire plaisir. Et vu que c'est mon ami, je dis je le favorise. Mais je comprends pas qu'à ce moment-là, je gère une entreprise aussi quand même. Et pourtant ça fait des années. Salarié. Exactement. Et pourtant ça fait des années. Mais je me dis non, je veux le favoriser. Et je me rends pas compte. Et là en fait vraiment, on en reprend à là où on était. Donc je suis avec David Laroche, il est face à moi, il me met face à moi-même. Et je me fais mon introspection, et en fait j'arrive à identifier d'où ça vient. Et je me dis waouh, ok c'est bon, je sais pourquoi je suis très gentil. Ça vient en fait inconsciemment de ma perception en moi quand j'étais très jeune, de ma maman qui par amour et bienveillance me transmettait que dans la vie il faut être très gentil pour être respecté, aimé et apprécié de tout le monde. Et c'est vraiment ce sentiment que j'ai au fond de moi à ce moment-là, il est vraiment concret, c'est vraiment ma croyance à moi, et parce que c'est son modèle à elle du monde. C'est sa manière dans laquelle elle a réussi à grandir, et c'est sa réussite. Le fait d'avoir la bienveillance, la gentillesse, l'amour et toutes ces valeurs-là. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que je m'aperçois que être très gentil dans l'entrepreneuriat et encore plus dans le monde de la nuit, on se fait bouffer. Et là, je me retrouve à ce dilemme en fait de la vie qui me met face à moi-même. Et en gros, je suis dans un dilemme où si je souffre trop, vas-y, on arrête, on descend nos standards. C'est exactement ça. Et vu que je voulais vraiment aller là-haut, et je me dis non, j'avais mis c'est quoi le step supplémentaire à aller chercher. Et donc je réalise que le très gentil, ça y est, on peut le remercier d'une certaine manière. Je sais pas si on peut l'imager comme ça, mais c'est ce que je fais avec. Je préfère que tu dises le remercier plutôt que je me fais le deuil de Jérémy trop gentil. Exact. Mais vraiment les mots sont importants, c'est vrai. Je reviens sur ce que tu me partages, parce que c'est vraiment de cette manière-là, parce que sinon on a la sensation comme si on enlevait une partie de nous, ou on déshonorait ces valeurs-là.
Alors qu'en fait, c'est pas qu'on les déshonore, c'est de se dire, ok, merci pour tout ce que ça m'a apporté de positif. C'est ça. Mais aussi, je vois aussi la limite aujourd'hui par rapport à là où je veux aller. C'est ça, par rapport à tes objectifs. Exactement. Et donc, du coup, le très gentil, comment il faut le transformer aujourd'hui? Pas en un enfoiré ou quelqu'un de opposé, mais quelqu'un de juste. Et à ce moment-là, je prends vraiment cette décision concrète de dire, ok, Jérémy, dans la vie, quoi qu'il arrive, c'est non négociable pour toi à partir de maintenant d'être juste dans la vie. Alors attention, chacun a sa perception et c'est très difficile parce que c'est de se dire, ok, comment je peux être juste dans ma relation amicale, comment je peux être juste dans ma relation amoureuse, comment je peux être juste dans ma relation associée ou salariée, etc. Et finalement, c'est des choses qu'on fait au quotidien ou avec son enfant. Ouais. Comment ne pas céder aux caprices de suite, etc. Bon, bref, c'est des choses qui nous arrivent au quotidien et sur lesquelles on se dit, ok, là, je me dis, Jérémy, dans ta vie à toi, c'est fini, il faut être juste. Parce que c'est intégré dans tes valeurs-là et là où tu veux aller. Dans un être humain, là où il y a un réel changement, une réelle décision, on peut la noter, cette phrase, mais c'est que dans la vie, c'est Anthony Robbins qui partageait ça et ça avait fait énormément de sens, ça a résonné. Dans la vie, on n'obtient pas les peut-être que et les j'aimerais, on obtient ce qu'on est certain de vouloir, c'est-à-dire ce qui est non négociable dans notre vie. Et tant qu'on n'a pas fait cette introspection sur soi, on y reviendra, mais à ce moment-là, je prends la ferme décision que le Jérémy très gentil, je le remercie, mais là aujourd'hui c'est fini. C'est maintenant, c'est le Jérémy juste que je dois nourrir au quotidien. Et je me dis comment je fais au quotidien. Je le réussis pas à 100%, mais même si je le fais 2 fois de plus, ça sera 2 fois meilleur qu'avant. Et en fait voilà, c'est là où il y a un vrai changement dans la personne parce que le changement, il est pas de l'extérieur, mais il est de l'intérieur. C'est une vraie décision de la personne de se dire ok, maintenant je veux changer, c'est non négociable. Je peux donner un exemple vraiment qui arrive couramment s'il y a des personnes et des femmes qui s'identifieront, ça arrive souvent. Elles fument, c'est des grosses fumeuses, et quand elles sont enceintes, du jour au lendemain, elles arrêtent. Il n'y a pas eu besoin de produits, il n'y a pas eu besoin de médicaments, de patchs ou quoi que ce soit. Et c'est intéressant parce que quand je leur pose la question, elles se rendent même pas compte qu'il n'y a eu aucun effort et aucune frustration dans le changement parce que la peur, elle est inversée. C'est-à-dire, et le plaisir. Dans le sens où, au départ, avant qu'elle sache qu'elle était enceinte, qu'elle est enceinte, la cigarette, c'est un moment de plaisir. C'est un moment de plaisir où, justement, on respire. En fait, on s'en rend pas compte, il y a le produit de la nicotine qui est addictif, mais c'est la respiration. C'est-à-dire qu'en général, quelqu'un qui veut fumer, c'est oh putain, faut que j'ai sa bouffée d'oxygène. Voilà, exactement. C'est là, faut que j'ai ma pause. Et en fait, on se rend pas compte que c'est juste un moment pour soi, un moment d'oxygène. Donc, on peut le faire différemment. Bien sûr. Mais malheureusement, on est bloqué dans une croyance que c'est la cigarette qui nous procure ce moment de plaisir et d'apaisement. Et ce qui se passe, c'est que on le sait et elles le savent, qu'inconsciemment elles se détruisent parce qu'au niveau de la santé, ça affecte. Et au final, quand elles ont la connaissance qu'elles sont enceintes, de suite, c'est plaisir-peur, c'est inversé. Plaisir-douleur, c'est inversé. Elle se dit voilà, je veux pas détruire mon enfant, donc elle arrête de suite parce que c'est non négociable. C'est vraiment cette décision certaine. C'est pas peut-être j'aimerais, non. Est-ce que tu veux tuer ton bébé? Non. Donc je décide, j'arrête. Et certaines arrêtent définitivement, ou après reprennent par la suite. Donc cette peur est partie. Voilà. Et donc du coup, c'est de se dire, et c'est horrible d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on ne se respecte pas soi-même. Donc du coup, c'est on donne tout pour les autres, mais soi-même on n'est pas prêt à faire les efforts pour, et c'est dommage. Mais c'est un exemple que je voulais donner que quand il y a une réelle décision, ça avance, ça change.